Donc, mesdames, messieurs, bonjour. Merci d'être présents pour cette table ronde. L'objectif aujourd'hui, donc, c'est de parler de cybersécurité. On va parler de gestion au quotidien de la sécurité au sein des systèmes d'information, au sein de vos entreprises. Pour animer cette table ronde, j'ai avec moi 4 invités que je vais vous présenter rapidement. Donc, Dominique Riban, en premier, qui est administrateur délégué donc, de Monaco Cybersécurité, ancien directeur général adjoint de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, et ancien directeur de l'Agence monégasque de la sécurité du numérique en principauté. Thomas Cartereau, qui est donc directeur des systèmes d'information et RSSI de la SMEG et SMA. Franck Chignard, qui est à ma gauche, Information Security Officer pour un Family Office, mais également président de l'Association des directeurs informatiques de Monaco. Et enfin, Pierre Ancel, qui est le CTO de Harfang sur lesquels on reviendra un peu plus en détail. Alors pour commencer cette table ronde, je vais demander à Dominique d'introduire un petit peu le sujet, de poser le cadre de cette table ronde, et puis après on va interagir. Alors, je vais commencer comme d'habitude par une petite citation. C'est l'essentiel en enfer, c'est de survivre. Et je crois que l'informatique, c'est parfois un peu l'enfer. Il faut réussir à survivre. Et pour survivre, il faut faire de la sécurité. Une deuxième petite citation qui est moins connue. La première était de Audiard, évidemment. La deuxième, c'est dans la marine. J'ai passé 40 ans, je suis désolé. On dit que la sécurité est l'affaire de tous, mais pas que, et de tous les instants. Et tous les instants, c'est bien le quotidien. Il faut en permanence veiller à la sécurité. Alors pour assurer la sécurité des systèmes d'information, on en a déjà longuement parlé à maintes reprises, à maintes tables rondes, à maintes forums et autres. Bien sûr, il faut des technologies. Des technologies lesquelles, il faut bien sûr des pare-feux, il faut des EDR, on en reviendra dessus après, il faut des matériels divers, des switches, et des plans de reprise d'activité, etc. Donc beaucoup de matériel, oui, c'est une évidence. Je crois qu'aujourd'hui, toutes les entreprises ont à peu près compris cette nécessité. La nécessité n'étant pas forcément toujours la même pour toutes les entreprises, mais ça se définit et aujourd'hui, on sait à peu près le gérer. Il faut également de l'organisation. L'organisation, c'est le propre de toute entreprise, de tout organisme. Il faut qu'il y ait un patron, il faut qu'il y ait une organisation qui exécute un certain nombre de directives. Dans la cybersécurité, il nous faut des RSSI, il nous faut une politique de sécurité des systèmes d'information, il nous faut homologuer les systèmes pour mesurer les risques que l'on prend sur nos systèmes d'information. Et puis, il faut aussi de la réglementation. Alors, la réglementation à Monaco, je pense qu'aujourd'hui, elle est à peu près complète, même s'il y a encore des choses à faire avec les nouvelles réglementations européennes. Je crois qu'il y a un malade qui essaie d'y pourvoir en principauté, que certains connaissent bien. Et puis, dans cette réglementation, il est dit qu'il faut faire de la veille. Il faut faire de la veille, et cette veille, elle n'est pas une fois de temps en temps. Elle n'est pas, tiens, aujourd'hui j'ai 5 minutes, je vais aller voir ce qui se passe sur mon système d'information. C'est pas comme ça que ça marche. Quel pilote d'avion accepterait de voler en voilant tous les indicateurs de son tableau de bord? Quel chauffeur, et vous êtes tous plus ou moins chauffeurs ici, je pense qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup qui n'ont pas leur permis, quel chauffeur accepterait de prendre sa voiture en voilant complètement son tableau de bord et en disant c'est pas grave, je roule et on verra bien ce qui se passe? Eh bien, dans la cybersécurité, si vous ne regardez pas vos tableaux de bord, si vous ne regardez pas vos alertes, si vous ne regardez pas les voyants rouges qui peuvent s'allumer, eh bien, c'est la même inconscience que vous auriez si vous étiez dans une voiture. Il faut, et cette veille, elle est un petit peu plus complexe que sur un tableau de bord, parce que les systèmes sont de plus en plus complexes, sont de plus en plus reliés entre eux, et donc ça nécessite un certain professionnalisme et une certaine compétence, une certaine disponibilité qui n'est pas forcément
à la disposition de toutes les entreprises. Il faut donc faire appel à des professionnels. Et je vais reprendre un peu ce que dit Renault dans sa publicité. Quand la publicité de Renault, c'est qui mieux que Renault entretiendra votre Renault. Eh bien, je vais dire qui mieux que quelqu'un qui connaît la cybersécurité pourra assurer votre sécurité, votre cybersécurité. Voilà. Et cette veille, on vous l'a bien compris, elle doit être quotidienne, elle doit être permanente, elle doit même parfois être H24. Et ça, c'est un travail au quotidien de la sécurité. Et donc, je pense que à partir de là, on doit pouvoir débattre et vous donner quelques conseils et quelques informations. Donc merci beaucoup Dominique pour cette introduction. Je vais passer la parole à Thomas. Thomas, ça fait maintenant plus de 10 ans que tu accompagnes la SMEG et SMA pour ces sujets en particulier, que tu accompagnes le développement de l'entreprise, bien entendu, le développement de ses usages, des innovations également, sur lesquelles on reviendra. Comment tu as pu le faire en intégrant justement cette sécurité et aujourd'hui, comment tu intègres la sécurité au quotidien dans cette organisation? En effet, à la SMEG en particulier, puisque c'est le domaine que j'occupe aujourd'hui, les sujets de cybersécurité, ils ont grandement évolué sur ces 10 dernières années. Si je regarde un petit peu dans le rétroviseur, il y a 10 ans, on faisait déjà de la cyber. Moi, je faisais déjà du design d'infra, je déployais des infras, j'exploitais des éléments de sécurité. On faisait déjà de la cyber. Par contre, ce qu'on n'avait pas, c'était les bonnes pratiques. Ce qu'on n'avait pas, c'était la documentation. Ce qu'on n'avait pas, c'était un verbatim qui est maintenant un petit peu plus déployé au sein des équipes. Ce qui s'est passé sur ces 10 ans, les menaces ont beaucoup évolué, ça c'est certain. On en parle aussi beaucoup plus, et ça c'est sans doute beaucoup mieux. Les technologies ont beaucoup évolué, et le nombre de services que l'on expose face à ces risques a grandement évolué aussi. On va peut-être en parler, beaucoup d'IoT notamment. Dans notre domaine d'activité à la SMEG, évidemment, le comptage communicant, c'est un vrai sujet de sécurité. Bref, sur ces 10 années-là, on a un ensemble de menaces, un ensemble de produits exposés qui n'ont fait que croître. Et il a fallu s'adapter. Les cadres réglementaires sont arrivés par certaines personnes bien intentionnées qui nous ont permis de structurer un petit peu. Effectivement, il y a 10 ans, on en faisait de la cybersécurité, mais on n'en faisait certainement pas comme on en fait maintenant, comme on en fait depuis ces dernières années. Et aujourd'hui, il faut s'adapter tout le temps, s'outiller, se documenter, être en veille constante, on va en parler plus tard. Et ça, c'est le quotidien. Et un des enjeux qu'on a aujourd'hui, c'est de mettre tout ça en musique dans le quotidien de nos équipes. J'ai la chance à la SMEC d'avoir une belle équipe. Et ce n'est pas le cas de tous les DSI d'ici ou même d'ailleurs. Et pour autant, ça reste compliqué. On n'a pas des infras extraordinairement développés et pour autant, les risques, ils sont toujours là. Aujourd'hui, il ne se passe pas 24 heures sans qu'on reçoive une pelletée de menaces. Et du coup, ça veut dire que nous, ces outils-là, ces menaces-là, elles remontent au travers de nos outils. Elles allument des indicateurs qui, la première fois, deviennent vite anxiogènes. Tout est rouge, rouge écarlate. Et là, il faut que tout le monde, toute l'équipe, bosse dans ce sens-là pour mesurer l'impact. Déjà, amener un petit peu de pragmatisme par rapport aux menaces qui arrivent. Il y a une CVE qui sort aujourd'hui, mais moi je vais regarder, est-ce qu'en vrai c'est un service qui est exposé? Quelle est la valeur du risque? Et quelle est la valeur de l'effort face à ce risque-là? Tout ça, ça demande du temps. Alors on automatise le plus de choses possible. Des outils qui nous remontent des alarmes, on en a pléthore. Il faut réussir à organiser tout ça et puis à mettre tout ça en musique au sein des équipes. Et là, dans le quotidien, dans ce qu'on appelle le maintien en conditions de sécurité, qui est venu de s'ajouter au maintien en conditions opérationnelles. Et il faut qu'on ait des équipes qui soient bien câblées, qui prennent les bonnes décisions, qui réalisent les bonnes actions et qui reportent les bonnes informations au management. Et bien pour ça, on a des outils. Pour ça, on forme aussi nos collaborateurs. Et ça, c'est dans les axes principaux et c'est dans ce qui occupe au plus mes équipes aujourd'hui. On va parler de DR, c'est un excellent sujet, le DR. Moi, ça faisait
pas mal d'années que je me battais pour qu'on abandonne la protection antivirale habituelle au profit d'un EDR. Quand on y est passé, j'étais ravi et en même temps, quand on voit tout ce qui s'allume, on se dit: «Waouh, mais qu'est-ce que je n'ai pas vu et quels ont été les risques auxquels j'ai été, soumis pendant toutes ces années?» Oui, on va revenir sur la Ouais, définition de l'EDR pour Endpoint Detection and Response, mais on va y revenir. donc ça, c'est dans les actions, voilà, et les outils et le maintien en conditions de sécurité. Les enjeux, ils sont vraiment là, c'est de s'outiller et d'avoir les bonnes équipes, les bons niveaux de formation. Et puis je terminerai par un élément qui est fondamental, c'est la formation de nos utilisateurs. Parce que c'est la plus grande force et la plus grande faiblesse. À la fin, il y a toujours un humain qui clique. Et on pourra stacker toutes les technos possibles de cybersécurité. On limitera énormément les risques, mais on les annulera jamais. Et à la fin, c'est toujours un cerveau d'un humain qui va prendre la décision de cliquer ou de pas cliquer, notamment sur du phishing. Et nous, depuis des années et des années, on forme, on sensibilise nos utilisateurs en présentiel, en e-learning, en faisant des campagnes de phishing, en faisant de la documentation, en donnant du sens aux messages qui sont relayés par les médias. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on ne fasse pas sur notre réseau social d'entreprise de la communication sur voilà les risques auxquels vous êtes soumis, voilà les risques auxquels l'entreprise est soumise. Et puis souvent, j'utilise le volet perso. Voilà les risques auxquels vous êtes soumis à la maison. Ne prenez pas ces risques-là dans votre vie digitale. Ne les faites pas peser sur l'entreprise. Merci beaucoup, Thomas. Alors, effectivement, on comprend bien par rapport à ce que tu expliques, que l'entreprise a beaucoup évolué, a déployé à la fois de la technologie, des processus, une organisation, a mis donc des moyens très importants au cours de ces dernières années. Du coup, la question pour Franck, donc elle est plutôt pour le président de la DIM. En tant que président de la DIM, tu as cette représentation des entreprises sur le territoire monégasque. C'est des problématiques qui n'ont pas de frontières, entre guillemets. Il n'y a pas de problématique plus spécifique par rapport à une grande entreprise ou une petite entreprise. Comment tu remontes, ou en tout cas comment les adhérents de la DIM remontent ces points-là, comment ils les adressent? C'est quoi un petit peu les problématiques dans des entreprises de différentes tailles? Alors effectivement, c'est bien le challenge. Aujourd'hui, la DIM regroupe à peu près 50 entreprises donc purement monégasques, et de la plus petite à la plus grosse. Et Thomas a une des plus grosses, on va dire, quand même sur le secteur monégasque. Et c'est vrai que ce qui a été adressé aujourd'hui nous concerne malgré tout. Et c'est bien le challenge. C'est qu'on a aussi besoin de traiter le cas humain, on a besoin de les former, on a besoin d'être équipés. On a besoin d'être équipé de la tête aux pieds, alors qu'on n'a pas autant de ressources que ce qu'on peut avoir dans un grand groupe comme la SMEG. Donc là, un des points forts, je dirais, pour revenir sur le contexte monégasque, c'est qu'on a, pour moi, 3 points forts. Parfois, on s'en plaint, mais c'est le fait d'avoir un seul opérateur. Moi, je mettrai en avant le fait que Monaco Télécom est certes cher, peut-être potentiellement par rapport à certains services, on peut en discuter, mais en tout cas, c'est un point de passage unique et c'est un gros point d'entrée des risques et de sortie. Donc déjà, ils nous offrent des services, ils nous protègent. Le deuxième point fort qui est un peu lié, c'est aussi le fait qu'on a une agence. Donc Dominique a été à la tête très longtemps et ça c'est énorme pour nous monégasques qui n'avions rien encore il y a 10 ans. Il nous a permis de nous aider à nous structurer, plus petits ou plus grands, mais même les plus petits ont pu maturer un peu la connaissance cyber. C'est un peu contraignant parce que certains petits se retrouvent organismes d'importance vitale, c'est-à-dire à mettre en place des tas de mécanismes auxquels ils n'étaient pas forcément prêts, d'où besoin de se faire aider. Donc c'est là aussi où l'écosystème monégasque a son importance. C'est un point important pour beaucoup d'entre elles de s'équiper d'outils de collecte de logs de façon à avoir des analyses derrière, mais ils ne sont pas capables de traiter ça. Donc déjà, ils n'en sont pas tous équipés. Donc c'est déjà un gros challenge. Le dernier point fort, c'est la petitesse du territoire monégasque. On n'a que 2 km², mais grâce à des associations comme la nôtre, on échange énormément, et d'autant plus que la cyber est de plus en plus présente. On remercie la MSN d'être très souvent un point d'entrée pour nous, et on échange quand il y a des situations un peu critiques, comme il y a eu l'invasion de l'Ukraine par exemple. On a fait des points d'avancement. Que se passe-t-il sur Monaco? Est-ce qu'on est concerné? Donc on échange énormément entre nous déjà. Certains peuvent être équipés de solutions de veille avancée et le signaler à ses collègues parce qu'eux-mêmes ne le savaient pas forcément. C'est déjà arrivé par le passé qu'on ait ce genre d'alerte entre nous. Donc c'est un bénéfice.
pour nous, à un tel point qu'on va envisager de créer une cellule purement, un collège de cybersécurité qui aujourd'hui se justifie parce que on est 50 membres, il n'y a pas que des responsables de la sécurité, il y a des DSI, etc. Donc ce facteur de petitesse, de petit village, c'est un atout, nous permet d'échanger énormément entre nous et c'est fréquemment qu'on se réunit qu'on est capable d'échanger parce que justement, on n'a pas tous les mêmes moyens et retour d'expérience sur les outils, comment traiter tel incident. L'agence nous envoie des alertes, il y a une nouvelle vulnérabilité Microsoft énorme et il y a eu à Monaco, qui plus est, ça c'est peut-être le point faible, c'est beaucoup de petites ESN qui ne perdurent pas dans le temps. Et des entreprises s'installent à Monaco, mettent en place leur système d'information, et puis l'ESN disparaît, personne ne le maintient. Et on a eu le cas de figure avec des dizaines d'entreprises qui étaient exposées à des grosses vulnérabilités, Microsoft Exchange pour ne pas la citer, donc messagerie que tout le monde utilise forcément, parce qu'il n'y avait plus personne à contacter en fait. Même si la MSN avait été capable d'identifier des points d'entrée, derrière c'était toute une problématique d'arriver jusqu'à informer la société. Donc c'est là aussi le réseau, l'échange entre nous et la connaissance de petit écosystème peut énormément aider. D'accord, merci beaucoup Franck. Donc là, on a posé le cadre. On voit bien qu'il y a des problématiques qui touchent toutes les entreprises qu'il va falloir adresser. Donc on va partager aussi avec Pierre. Pierre, aujourd'hui, tu es donc le CTO de Harfang. Tu peux revenir peut-être sur qui est Harfang. Et puis, bon, on a parlé tout à l'heure d'un acronyme qui est EDR. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Donc, c'est une des solutions qui peut justement aider dans la sécurisation des entreprises. Bien entendu, ce n'est pas la seule, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, tout à fait, merci Sébastien. Donc effectivement, chez Airfang Lab, on est éditeur d'un EDR souverain et certifié par l'ANSSI. Alors effectivement, on a entendu parler d'EDR tout à l'heure et je sais que l'amiral souhaite qu'on en parle et qu'on explique ce que c'est. Donc je ne sais pas déjà qui est familier d'EDR dans la salle. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous connaissez? Ah, je parle quand même à une assemblée de quasi-spécialistes dans ce cas-là. Alors l'EDR, c'est une solution de Endpoint Detection and Remediation. Donc en gros, on va dire que c'est un agent logiciel qui tourne sur des postes de travail ou des serveurs et qui vise à compléter finalement ce qu'un antivirus va être capable de faire. Donc l'EDR va beaucoup plus travailler sur une approche comportementale pour détecter des attaques. Alors le thème de notre conférence, c'est la gestion de la sécurité au quotidien. Quand on parle de la sécurité au quotidien, pour moi, ça m'évoque deux choses. La première, c'est la protection des systèmes d'information. Donc protéger un système d'information, ça veut dire faire des audits, ça veut dire analyser les risques, ça veut dire faire du patch management, donc gérer les vulnérabilités d'un système, etc. Et puis ça signifie également faire de la détection des attaques et de la réponse à ces incidents. Donc Dominique tout à l'heure parlait de tableau de bord, effectivement, dans un avion. Eh ben, on va dire que l'EDR, c'est finalement un des capteurs qui va permettre effectivement d'éclairer ce tableau de bord. Et au-delà du capteur, c'est aussi une solution qui va bloquer les attaques. Alors aujourd'hui, l'EDR, alors vous allez dire que je prêche pour ma paroisse, mais c'est faux. L'EDR, c'est vraiment aujourd'hui une composante fondamentale d'une bonne stratégie de détection et de protection des systèmes d'information. Pourquoi? Parce que déjà, c'est rapide et simple à déployer. Et accessoirement, ça vous permet c'est une première étape qui va apporter vraiment au RSSI et aux équipes opérationnelles une visibilité maximale sur ce qui se passe dans un système d'information. Alors, ça va permettre aussi de détecter suffisamment tôt, de détecter et de bloquer notamment des attaques par ransomware. Alors, je pense que vous avez dû certainement entendre parler de toutes les attaques par ransomware auxquelles on fait face aujourd'hui. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on parle de plusieurs attaques qui touchent des hôpitaux, qui touchent pas mal d'acteurs, et également de grandes sociétés, ça ne touche pas que les petits. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une attaque par ransomware, ça dure plusieurs jours. C'est pas un blitzkrieg, c'est pas une compromission immédiate d'un terminal. La plupart du temps, les attaquants, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont compromettre un système. Ensuite, ils vont cartographier finalement le système d'information. Ils vont comprendre où sont les points névralgiques. Et puis ensuite, une fois qu'ils ont bien compris comment fonctionne le système d'information, ils vont faire une destruction globale du système. Donc, ça prend du temps. Ça peut prendre une semaine, ça peut prendre un mois. Et souvent, en fait, donc ces attaques sont constituées d'un certain nombre d'étapes qui sont bien heureusement très bien détectées par des EDR. Donc, on va pouvoir voir un attaquant dans ces différentes phases
avant même qu'il arrive jusqu'à la destruction du système d'information. Donc vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment l'EDR, c'est une composante vraiment fondamentale de la stratégie de détection et de protection d'un système. Alors, on a parlé un petit peu d'exploitation tout à l'heure, évidemment. Un EDR, ça a besoin d'être exploité. Ce n'est pas une technologie magique. Il ne faut pas croire ce qu'on peut vous dire. Parfois, on vous dit c'est autonome, vous le déployez et puis vous êtes protégé. C'est faux. Ça a besoin d'être exploité et c'est vraiment aussi important de choisir une technologie que de choisir aussi, de mettre en place une bonne équipe opérationnelle pour exploiter ce type de solution. C'est un peu comme une Formule 1. Alors, on a pris d'autres images tout à l'heure. Moi, je vais prendre celle de la Formule 1. En Formule 1, vous avez beau avoir la meilleure voiture qui soit, si le pilote ne connaît pas la voiture, il va avoir du mal à prendre des virages, il va peut-être caler et ça va mal se passer. Alors, voilà, en pratique, l'EDR, ça représente une demi-heure, 1 heure d'exploitation par jour pour quelques milliers de endpoints, pour quelques milliers de systèmes. Donc, c'est pas colossal. Ce qu'on fait au quotidien quand on exploite un EDR, et donc quand on regarde son fameux tableau de bord, c'est qu'on va regarder, on va qualifier les alertes, évidemment. On va identifier des comportements suspects. On va voir des utilisateurs qui parfois contournent des mécanismes de protection du système d'information. On va voir aussi de temps en temps des attaques, évidemment. Et donc le travail au quotidien en fait, d'un analyste qui va opérer un EDR, ça va être de qualifier ces incidents, évidemment, mais également de réduire les faux positifs. Donc vraiment toutes ces alertes qui peuvent sonner de manière intempestive et qui finalement correspondent en fait à des comportements légitimes du système d'information. Donc voilà. Merci, merci Pierre. Alors du coup, Thomas, tu parlais tout à l'heure de l'évolution des technologies, de l'organisation. On est en plein dedans, hein, c'est exactement ce que Pierre décrit. On a finalement la nécessité de déployer ces technologies, la nécessité de revoir notre organisation. Ça fait partie en fait de la gestion quotidienne de la sécurité du système d'information. Sur cette partie-là précisément, comment vous avez évolué? Donc j'imagine que les technologies ont été déployées, mais cette organisation également? Oui, oui, complètement. Et c'est au-delà de l'outil, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est aussi une question d'organisation, une question d'humain. Et l'enjeu, il est au moins aussi important côté humain. Déployer un EDR, effectivement, moi, c'était quelque chose que je réclamais depuis un petit moment. Quand on y est passé, alors j'en parle d'autant plus librement que c'est pas du tout la solution de pierre qu'on utilise chez nous. Effectivement, effectivement, ça s'installe vite. Nous, on a 100% de nos assets, serveurs ou postes de travail qui sont protégés. Ça s'installe relativement vite. Ça se prend en main relativement facilement. Mais il faut avoir des vraies personnes et des vrais humains devant des écrans parce que ça fait pas la magie qu'on peut parfois nous vendre. Et donc, il faut avoir des procédures. Il faut avoir des gens formés. Il faut avoir des gens qui ont aussi un peu de sang-froid parce que effectivement, ça peut vite clignoter. Et on a beaucoup de faux positifs. Et un des enjeux, c'est que noyés par les faux positifs, finalement, les humains qui sont derrière et qui ont aussi d'autres choses à faire ne regardent plus avec autant d'attention les alertes qui remontent. Ça, c'est un vrai risque. Mais une fois qu'on s'est habitué, qu'on a tuné un peu l'outil, et ça demande du temps, ça remonte des choses qui sont très 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 pertinentes. Je peux vous partager un cas très récent, d'autant plus que c'était un vrai faux positif, mais c'est un vrai faux positif qui m'a fait faire une petite goutte de transpiration parce que notre DR s'est mis à clignoter et ce qui nous remontait, c'est exactement comme ça qu'aurait agi une charge virale. Et on a vu tout le processus. Donc on a reçu les alertes, on s'est connecté directement sur l'outil. Il n'a pas fallu 3 minutes pour qu'on coupe la machine en question, dans le doute. Et on a vu toute la traçabilité de l'action grâce à l'EDR. Voilà ce qui a été exécuté, voilà ce que ça a appelé comme commande externe, qui a démarré un shell, qui a exécuté tel exé. Une charge virale n'aurait pas fait mieux. Il nous a fallu, entre le moment où on a reçu l'alerte et le moment où on a appuyé dans l'EDR sur le bouton pour éteindre les ports réseau de l'ordi, il nous a pas fallu 3 minutes. Et après, on a réfléchi. Et après, on a appelé l'utilisateur. Et après, on a dit, qu'est-ce que tu as fait? Il se trouve que c'était un petit génie qui avait écrit un script qui allait lui faciliter son travail. Oui. Mais ça, chez nous, ça a fait clignoter tous les voyants. Tout ça pour vous dire que si on a réussi à réagir dans les 3 minutes, moi, ça m'a rassuré à la fin. Le jour où on va avoir une vraie attaque virale, ça veut dire qu'on est bien formé, on a la bonne doc, on a les bons réflexes
et on n'a pas un outil au milieu d'un bocal de poisson rouge. Moi, je veux bien avoir un dashboard comme ça, mais qui clignote rouge dans tous les sens. Quand on n'a personne derrière pour pouvoir traiter le problème, parce que c'est quand même sérieux, c'est bien de s'équiper. Effectivement, on a tous commencé par des antivirus, et puis derrière, on a commencé à collecter, puis on met des EDR éventuellement. Et puis derrière, quand ça s'allume, qu'on n'est pas qualifié, comment peut-on opérer ça sérieusement de la petite entreprise à la plus grosse? Donc, toi, tu as la chance d'avoir les équipes opérationnelles derrière, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Alors, moi, j'ai un volet supplémentaire, c'est que j'ai un SOC derrière. Et effectivement, après moi, l'alerte que j'ai reçue, c'est de la part de mon SOC. Il m'a dit attention, vous avez telle alarme. Donc, tu as la chance d'avoir un stock externalisé. Exactement, en 24/7. Alors, en matière effectivement, de gestion opérationnelle d'un SOC et d'un EDR, clairement, il y a deux approches qui sont envisageables. C'est évidemment soit on internalise les compétences. Alors la difficulté d'internaliser les compétences, c'est que déjà, il faut avoir un système d'information suffisamment gros pour se permettre d'avoir un analyste à temps plein. Comme je vous disais, finalement, exploiter un EDR, ça occupe pas forcément une journée complète quand on a un petit système avec quelques endpoints. Donc ça veut dire aussi qu'il faut des incidents un peu croustillants, parce que vos analystes en sécurité, ils ont besoin de toucher des incidents un petit peu velus de temps en temps. Et donc il faut pouvoir leur apporter ce genre de choses. Et puis, après, sur des questions très RH, il faut aussi être capable de suivre l'inflation des salaires, parce qu'il y a quand même une certaine concurrence sur le marché du travail là-dessus. Alors, donc la première approche, c'est l'internalisation, mais avec les difficultés que ça représente. L'autre approche, c'est effectivement la sous-traitance. Donc on peut effectivement travailler avec ce qu'on appelle un MSSP, un Managed Security Services Provider, qui va vous apporter cette supervision. Il va vous apporter aussi sa propre connaissance de la threat intelligence, donc de la menace. Il va pouvoir vous faire bénéficier des incidents qu'il a vus sur d'autres périmètres. Il va pouvoir vérifier chez vous si vous n'êtes pas aussi touché. Voilà, donc le sous-traitant va vous apporter toutes ces capacités-là, d'automatisation également, pour faire en sorte que le service soit le plus efficace possible. Alors nous, chez Arfanglab, on travaille beaucoup avec des MSSP, donc qui apportent ce genre de service. On évite d'approcher en direct des PME ou des ETI qui n'ont pas la capacité à exploiter justement notre solution, parce que sinon on prend le risque que finalement ils soient mécontents du dispositif. Alors évidemment, tout cela, ça pose aussi la question de la sécurisation des prestataires, parce que d'une certaine façon, vous confiez un petit peu les clés du camion à des prestataires qui vont accéder à votre système et qui peuvent potentiellement agir sur ce système. J'allais rebondir là-dessus, parce que moi je suis paranoïaque de base. Quand déjà on utilise un EDR, ça remonte dans le cloud souvent, parce que ça nécessite beaucoup de ressources pour pouvoir corréler tous les événements qu'un humain déjà ne peut pas faire. Donc une machine a besoin en plus d'être performante. Donc en général, on a des petits instruments partout, des agents qui collectent dans tous les sens, qui renvoient tout ça dans un cloud. Faut-il qu'il soit de confiance, opéré par des gens de confiance. Ça fait quand même beaucoup de maillons dans la chaîne. On se pose la question à la fin, comment était le risque derrière? Alors, forcément, il faut avoir confiance. Et la confiance, elle se bâtit dès le départ. Quand on travaille avec un éditeur d'un EDR ou d'un fournisseur d'un service d'EDR ou d'un service de sécurité et d'un prestataire, de toute façon, quel qu'il soit, sur l'ensemble de nos systèmes. Effectivement, à la SMEG, on n'opère pas tout en interne. On s'appuie sur un certain nombre de prestataires. On a mis en place du Bastion, on a mis en place du VPN, on a mis en place toutes les briques de sécurité possibles et inimaginables pour limiter le risque. On a des passes, on a nos politiques internes et les politiques que l'on applique à nos prestataires. Après, il y a, malgré tout, tu transfères ton risque chez ton prestataire, il faut l'accepter. Alors peut-être Dominique, tu peux compléter sur ce point. Il y a un certain nombre de recommandations quand même qui sont faites à la fois par l'ANSSI et la MSN en principauté sur la gestion des sous-traitants. Alors effectivement, il y a ce qu'on appelle la qualification des prestataires. La qualification, c'est pas juste histoire de dire on va faire un arrêté ministériel ou un décret, c'est pas le but. Comme toute la réglementation qui a été mise en place depuis 2016, l'objectif est essentiellement de vous aider. Mais cette réglementation, c'est une réglementation, donc c'est écrit parfois en termes juridiques, donc parfois complètement incompréhensible, je l'admets, et je le comprends. Mais justement, il y a des gens qui sont là, il y a la MSN, il y a des gens il y a des prestataires qui sont prêts, connaissent et qui sont capables de vous expliquer les choses. Mais les textes qu'on a faits à Monaco, ce sont des textes qu'il faut appliquer avec intelligence et savoir les interpréter intelligemment.
il est évident qu'on ne peut pas demander à la SMEG la même chose à la SMEG ou à une petite entreprise de 20 personnes. C'est évident. Il faut donc l'adapter et mesurer le risque qui reste acceptable. Et quand je dis le risque, je ne parle pas du risque informatique. Je parle du risque métier. Chaque entreprise a un métier. C'est son métier, elle est construite et elle est faite pour faire son métier. Le risque informatique est une partie et c'est quelque chose qui va contribuer au risque métier. Et donc, il faut toujours, quand vous faites vos analyses de risque, quand vous faites vos homologations, quand vous mettez en place des systèmes techniques qui vont vous permettre de parer un certain nombre de risques, avoir derrière la tête, qu'est-ce que ça améliore pour mon métier? Si ça n'améliore pas votre métier, si ça ne diminue pas le risque métier, posez-vous la question, alors je ne suis pas du tout commercial là-dessus, mais posez-vous la question de savoir si c'est vraiment utile de mettre un tel système ou si c'est utile de faire un tel investissement. Clairement, ne rien faire, c'est suicidaire, ça c'est clair. Si vous ne mettez aucun système de protection et que vous ne l'exploitez pas, vos systèmes de protection, même pour une toute petite entreprise, c'est suicidaire. Mais appuyez-vous sur des entreprises de confiance qui sont qualifiées, avec des matériels qui sont qualifiés. Et quand on dit des matériels qualifiés, ce sont des matériels qui ont été contrôlés, vérifiés. On sait que ces matériels font ce qu'ils doivent faire, mais surtout ne font pas ce qu'ils ne devraient pas faire. C'est un petit peu compliqué à comprendre, mais quand vous prenez un matériel, j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle, je ne voudrais pas les vexer, américain ou israélien par exemple, c'est des très bons matériels qui fonctionnent parfaitement bien, mais quand on commence à les analyser de près, et j'ai été payé pour ça pendant quelques années, on s'aperçoit qu'ils font aussi des choses qui n'ont rien à voir avec ce pourquoi ils sont vendus. Donc on peut se poser des questions. Et là, la confiance, elle devient compliquée. Quand vous apercevez qu'un pare-feu se met à discuter un beau jour avec une IP qui se trouve à l'autre bout du monde, c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui n'est pas logique. Alors ça peut être normal, mais ça s'analyse. Et à ce moment-là, le constructeur doit être capable de vous expliquer pourquoi, mais sinon, c'est pas normal. Donc, ayez toujours à l'idée qu'il vous faut des matériels de confiance. Il vous faut des partenaires de confiance, des partenaires que vous connaissez de longue date, des partenaires qui sont prêts à vous expliquer comment ils fonctionnent, comment ils travaillent, à vous expliquer quel genre de personnel ils emploient, comment on travaille, comment on vous alerte, quelle confiance on a avec. Et avant de donner les clés du camion, comme disait tout à l'heure Pierre, il faut savoir si la personne à qui vous donnez la clé du camion, elle sait conduire un camion. Elle a peut-être son permis vélo ou moto, mais pas le permis camion. Donc vérifiez qu'il a le permis camion. Et ça, c'est ça la confiance. Et je pense que c'est essentiel de travailler avec des gens avec qui vous avez confiance. Et je pense qu'à Monaco, on a la chance, de par la taille du pays, de connaître les prestataires qu'il y a sur le territoire ou à proximité du territoire. Il n'y a pas que forcément sur Monaco. Il y a des gens à côté qui sont très bien. Ayez cette connaissance, ayez cette confiance dans ces gens-là. Merci Dominique. Alors effectivement, on va revenir peut-être sur un point. Tu as parlé d'approche par les risques. Franck, c'est quelque chose qui semble indispensable aujourd'hui, hein, notamment par rapport à la taille des entreprises, aux choix qui doivent être faits, parce que tout ne peut pas être fait en même temps, ça dépend des moyens qu'on peut y mettre. Et cette notion de risque, c'est quelque chose que tu as l'habitude d'aborder avec Vadim. Alors, effectivement, je pense que c'est quelque chose que l'on doit de plus en plus traiter, la gestion du risque, parce que pour l'instant, je ne pense pas qu'on l'ait fait de façon suffisamment formelle. On est avant tout des techniciens. C'est vrai qu'on a d'abord géré des problématiques de protéger les métiers, de les rendre le plus transparents possible quand on veut protéger. Parfois, c'est pas toujours le cas, donc c'est vraiment un challenge. Et puis, quand on parle de risque et quand il faut gérer les priorités, c'est là où ça commence à être compliqué parce qu'il faut que le métier s'implique beaucoup aussi. Il faut que le management soit conscient et capable d'apporter sa petite note aussi pour donner des axes plus prioritaires que les autres. Mais c'est là où on manque clairement d'assistance parce qu'il y a des référentiels, mais on ne sait pas forcément s'ils sont adaptés. Il n'y en a pas forcément pour tout le monde. Il n'y en a pas forcément adapté au contexte en plus monégasque.
Donc c'est vraiment pour la santé. J'ai eu l'exemple hier encore d'un de mes membres qui disait mais je veux bien faire la gestion des risques, mais je prends quel référentiel? Il faut que j'en démarre tout de zéro, il faut que je finance les études, etc. Donc oui, c'est un vrai challenge pour nous de le faire correctement, de le faire prendre en compte par le management, les métiers, sur toute l'échelle. Et puis les risques sont tellement variés qu'on a besoin d'être aidé là, clairement. D'accord, merci beaucoup Franck sur ce retour. Pierre, si je devais revenir sur un point, parce que finalement on a parlé de la technologie à Franklin, ce n'est pas forcément l'objectif de cette table ronde, mais aujourd'hui on sait que l'EDR est un élément indispensable, tu l'as dit tout à l'heure, ce n'est pas le seul. Il y a d'autres solutions technologiques qu'on peut également déployer et qui vont faciliter cette gestion quotidienne de la sécurité. Alors, Si tu permets, juste avant de compléter un peu ce que disait Franck sur la sensibilisation et l'importance que la direction soit impliquée dans ces analyses de risque. Je vais simplement vous donner une anecdote réelle. Un jour, je faisais une sensibilisation sur un COMEX d'une entreprise, une entreprise qui exploite des mines. Je ne donnerai pas le nom quand même. Et donc, ce COMEX, il y avait 20 ou 25 personnes et on m'avait demandé de sensibiliser le COMEX. Je commence à parler de la cyber, c'est quoi, etc. Et je vois le président directeur général qui prend son téléphone et qui commence à jouer avec. Donc, je m'arrête de parler, grand silence dans la salle. Le président lève la tête et je lui dis, Monsieur le Président, je suis là pour vous sensibiliser à la cyber. Je vais vous poser une question. Qui a accès à votre boîte mail? Parce que je suppose que toutes vos transactions, vous les travaillez directement à votre niveau avec des boîtes à partir de vos mails. Il dit oui, absolument, oui. Qui a accès à votre boîte mail? Il dit ben moi. Et quand vous n'êtes pas là, ah ben si, ma secrétaire. Et vous avez qu'une secrétaire? Non, j'en ai 3. Ben, on est 4. 4. Et vous n'avez pas d'administrateur système? Il se tourne vers le DSI qui lui dit si. Ben, alors 5. Je dis vous avez qu'un seul administrateur? Il y en avait 16. Je dis donc 16 plus 5, ça fait 21. Donc 21, il y a 21 personnes qui peuvent lire vos mails. Donc 21 personnes qui sont au courant des transactions que vous menez. Et là, c'était vraiment le métier. Et je peux vous dire que le président directeur général a dit au DSI, vous passerez me voir à la sortie. On va régler ça. Et on m'avait donné un quart d'heure pour sensibiliser. Je suis resté 1h30. Et là, je peux vous dire que c'est redescendu ensuite à partir de la direction en disant, il faut vraiment faire cette analyse sur nos métiers. Voilà. Petite anecdote, je suis désolé de t'avoir interrompu, Pierre. Non, je reprends le fil du coup par rapport à ta question, Sébastien. Effectivement, donc l'EDR, on peut tout à fait le compléter avec d'autres technologies. Par exemple, évidemment, des protections mail. Beaucoup d'attaques passent par des spear phishing, donc vous recevez des mails malveillants et puis des utilisateurs vont cliquer et ensuite le réseau va être compromis. Donc clairement, la protection mail est aussi une priorité. La protection des terminaux mobiles également, puisque ça fait partie aussi il circule des informations aussi potentiellement sensibles sur ces terminaux mobiles. On a parlé tout à l'heure effectivement de confier les clés du camion à des prestataires qui vont potentiellement administrer vos systèmes, les superviser, mais également les administrer. Pour faire ça de manière propre, souvent on utilise des bastions qui permettent de gérer des comptes à privilèges, qui vous permettent d'avoir une traçabilité de ce que font les prestataires sur votre système d'information. Voilà, ça fait partie de technologies qui peuvent être utiles. Pour en citer d'autres, on a aussi par exemple des sondes réseau qui vont permettre d'étendre, on va dire, la visibilité qu'un EDR va apporter dans un système d'information et qui vont vous donner une visibilité réseau qui va aller potentiellement au-delà. Donc, il va vous permettre de mettre en évidence des gens qui ont branché des équipements dans votre système à votre insu. Voilà, donc ça c'est un petit exemple de technologies qui peuvent compléter un EDR. Et aujourd'hui, on se rend compte que les clients finaux vont composer leur sécurité avec ces différentes briques. Et donc, nous, on travaille dans l'OpenXDR Platform avec d'autres fournisseurs souverains de fonctions de sécurité. Et nos clients vont piocher finalement leurs différents composants de sécurité dans ces catalogues-là. Voilà. D'accord, donc ça fait totalement le lien avec ce que Franck disait tout à l'heure, sur cette notion de comprendre quels sont ces risques pour être en mesure de déterminer par où commencer, comment démarrer un projet de sécurisation. Alors, en parlant de projet, justement, Thomas, je voulais te redonner la parole parce que tu as parlé tout à l'heure d'innovation, tu as parlé de projets qui étaient mis en œuvre au sein de ton organisation. Comment est abordée cette problématique justement de sécurité? Alors,
là, on n'est pas vraiment dans l'opérationnel, on est plutôt en amont, mais comment on le prévoit? C'est-à-dire comment vous le prévoyez aujourd'hui avec un terme que vous avez sûrement entendu, mais le security by design qui est extrêmement important. Oui, c'est tout à fait vrai. J'ai la chance dans mon équipe d'avoir 4 chefs de projet en temps plein qui gèrent 100% des projets digitaux de l'entreprise. Alors, sauf que tous les projets de l'entreprise, il y a une part de digital, donc on est impliqué à peu près dans tous. Euh, pour chacun d'eux, on a introduit une philosophie qui est la sécurité by design pour tous les projets. Donc on a fait une introduction par défaut de la sécurité dans tous les projets. On l'a évoqué tout à l'heure, l'analyse de risque. Ben, l'analyse de risque, elle fait partie de l'embryon d'idée du projet déjà. Dès le départ, on a formé nos chefs de projet et ils sont accompagnés avec l'expert cyber ou avec moi s'il y a besoin d'idéation sur quels sont les risques qui sont liés à ton projet. Quel type de données tu vas manipuler, quel service tu vas fournir à quelle population. Est-ce que tu t'adresses au B2C, au B2B, à l'État et quelles données tu vas manipuler, quelle notion de territorialité, quelle notion de disponibilité, quel risque si jamais ton service est indisponible pendant 24 heures. Même au-delà de parler de risque cyber, c'est ton service est indispo pendant 24 heures, qu'est-ce qui se passe? Bref, on a introduit ça pas à pas. Et ça, c'est un élément important sur lequel je souhaite revenir ou faire le focus, c'est on a évité de viser trop haut, trop vite, parce que je me disais que on allait perdre un certain nombre de personnes, que ce soit les chefs de projet, mais les métiers également. Et les métiers, quand vous y allez et que vous mettez la barre sécu tout de suite au taquet, ils prennent peur. Ils se disent, mais en fait, tu es en train de m'empêcher de bosser. Et donc, on y est allé petit à petit. On les a éduqués, on leur a expliqué, on a donné du sens à tout ça. Et ça, c'est ce que je m'attelle à faire au quotidien. La priorité, c'est le business. La priorité, c'est la prod. La priorité, c'est de fournir l'électricité, le gaz, l'éclairage public, bref, toutes les activités de la SMEC et de la SMA. L'objectif, c'est comment est-ce qu'on va réussir à vous apporter la sécurité autour de vos services. Et le Graal ultime, c'est de faire de la sécurité une valeur intrinsèque. Comment est-ce que la sécurité peut apporter de la valeur dans le business? Donc voilà comment on le fait aujourd'hui avec nos chefs de projet, avec nos product owners au sein de nos différents métiers, en introduisant et en y allant pas à pas. D'accord. Merci Thomas. Et donc, du coup, vous introduisez dès la conception des projets justement cette notion de maintien, ce que tu as appelé tout à l'heure, hein, le maintien en conditions de sécurité, la partie vraiment gestion opérationnelle de la sécurité pour tout nouveau projet. Ah oui, chaque nouveau projet a forcément un volet sécurité, je te l'ai dit, dès l'idéation. Et on a une matrice maintenant assez bien rodée, où on se pose des questions macro. Et puis, plus le projet avance et plus on rentre dans le détail. Et on est capable d'en évaluer déjà des enveloppes budgétaires. Quel va être le coût de la cyber par rapport à ton projet? Et on sait déjà l'évaluer le plus en amont possible. Et plus le projet avance et plus on est fin dans les coûts, dans les actions, dans qu'est-ce qu'on va devoir faire. Est-ce qu'on va devoir faire un pen test? Est-ce qu'on va devoir faire une qualification? Et donc c'est comme ça qu'on le vit vraiment au quotidien avec l'ensemble de nos chefs de projet et de nos product owners. Donc merci messieurs. Alors le temps passe vite. Oui, Juste pour les petites entreprises, justement, cette analyse de risque qui est quelque chose d'assez compliqué parfois. Et lorsque vous lancez un projet, posez-vous simplement 4 questions. Quelle disponibilité je veux pour mon système? Quelle intégrité je veux? Est-ce que c'est acceptable que quelqu'un transforme des données dedans, modifie des réglages? Quelle confidentialité il y a? Est-ce que ça met en jeu le fonctionnement de l'entreprise si des données sortent, si un savoir-faire sort? Et quelle traçabilité je veux? C'est-à-dire qu'est-ce que je veux pouvoir être sûr de savoir ce qui s'est passé dans mon système? Qui a fait quoi? Si vous posez déjà ces 4 questions qui sont relativement simples, vous répondez déjà quasiment à une analyse de risque. Et pour une petite entreprise qui a un tout petit système d'information, c'est des questions qui ne sont pas très compliquées à se poser. Et à partir de là, on va pouvoir essayer de construire le système avec un minimum de sécurité qui va répondre à ces questions. Merci Dominique. Donc je disais le temps passe vite, il nous reste une dizaine de minutes. Avant que je passe la parole à chacun des invités pour clôturer cette table ronde, est-ce qu'il y a des questions que vous souhaitez poser, sur lesquelles vous souhaitez qu'on intervienne?
Bonjour à tous. Vous avez parlé donc de cette solution EDR. Je rebondis pour les petites entreprises et les PME qui, en fin de compte, qui ont ce focus sur les données confidentielles. Est-ce que vous avez d'autres solutions en interne sans prestataire? C'est-à-dire que sans faire appel à des prestataires. Euh, Moi qui viens des États-Unis, je sais très bien que donc les systèmes antivirus créent aussi des virus, ou même on vend les données, puisque aux États-Unis, c'est le job de Google et les autres. Donc quand en fait on fait le choix de se protéger enfin pour garder les données confidentielles, ma question c'est est-ce que vous avez d'autres outils plus adaptés aux petites entreprises PME qui détectent et bloquent les attaques? Merci. Alors, je peux peut-être commencer la réponse et peut-être que vous compléterez. Alors aujourd'hui, les EDR peuvent aussi être déployés on-premises, donc vraiment dans vos locaux, sur votre système d'information et en toute indépendance de fournisseurs tiers, de fournisseurs de cloud, etc. Donc c'est vraiment une technologie qu'on peut déployer chez vous, dans vos locaux, que vous pouvez opérer vous-même. Alors par contre, il est vrai que maintenant, sur tous les fournisseurs d'EDR, il y en a de moins en moins qui sont capables de le faire. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, il y en a probablement 10% ou 5% des fournisseurs d'EDR qui sont encore capables de vous donner une solution que vous déployez chez vous dans votre système. La plupart du temps, ils sont dépendants des fournisseurs de cloud. Et donc, effectivement, ça pose un problème en termes de confidentialité des données. Alors, la bonne nouvelle, c'est que nous, on sait faire de l'on-premises, mais donc on sait déployer notre EDR dans les locaux. Voilà. De l'intérêt aussi pour Monaco d'avoir un cloud souverain. Oui, voilà, donc deux réponses. La partie purement technologique sur laquelle il y a des solutions qui peuvent être déployées sur les environnements des petites entreprises ou des entreprises de façon générale. Et après, revenir quand même sur ce que disait Dominique tout à l'heure, c'est la notion de confiance qui est apportée aux sous-traitants et donc aux partenaires. Est-ce qu'on a une autre question? Sinon, Messieurs, je vous laisse le mot de la fin pour conclure. L'indispensable gestion au quotidien de la sécurité, c'est un vrai challenge de tous les jours. C'est des vrais efforts de tous les jours. C'est des vrais humains qu'il faut mettre devant des bons outils. J'insiste beaucoup sur la sensibilisation. C'est primordial. Rien ne remplacera le cerveau, que ce soit de l'administrateur, de l'expert cyber ou de la secrétaire qui clique sur le mauvais email mal intentionné. Donc voilà, il faut mettre un peu de moyens et je suis largement conscient de la chance que j'ai de faire partie d'un groupe qui a un petit peu de moyens par rapport à ça. Je mesure l'effort que ça doit être pour les petites structures. Et je dirais que pour les petites structures, trouver les partenaires de confiance à qui vous pouvez donner ces fameuses clés de camion et qui vous apportent toute l'assurance d'être en capacité de le conduire dans les meilleures conditions, par tous les temps. Je vais rajouter la brique sur l'humain parce que c'est vraiment à insister là-dessus. Personnellement, je passe énormément de temps à sensibiliser tout le monde pendant plusieurs heures. Je les mets en face d'outils de formation aussi. J'en reviens au point que tu avais cité, c'est effectivement pour les intéresser, c'est d'essayer de les motiver par leur propre univers personnel. C'est qu'est-ce qu'ils ont chez eux, comment leur faire comprendre. Alors, il y a des vidéos, il y a des tas de choses. C'est un travail de collecte, mais ça coûte pas si cher que ça, en fait, la sensibilisation. Et pourtant, on sait que 95% des erreurs proviennent d'un clic à la base. Donc, sensibiliser les humains, ça coûte pas cher et ça rapporte gros. C'est ce que je voudrais dire et c'est facile. Alors, moi, je dirais tout simplement qu'en fait, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'une bonne technologie, c'est bien, mais il faut aussi une bonne exploitation de cette technologie. Il faut vraiment mesurer ses investissements, ses efforts. C'est 50-50, quoi, hein. Donc, il faut vraiment penser à la partie opération, exploitation de ces technologies. Voilà. Moi, j'insisterai jamais assez sur le besoin de gérer le risque métier. C'est ce qui doit primer avant tout et c'est ce qui doit vous guider. Alors c'est vrai, le cyber, c'est compliqué.
vous douterez régulièrement. Napoléon disait le doute, c'est l'ennemi des grandes entreprises. Eh ben oui, vous douterez, mais c'est pour ça que l'entreprise sera grande. Et puis, je vais citer Victor Hugo pour terminer. Victor Hugo disait la mer est un espace de rigueur et de liberté. Les systèmes d'information sont des espaces de liberté, mais la rigueur doit être là, et la rigueur, c'est la cybersécurité. Merci beaucoup, messieurs. On va clore cette table ronde. Merci pour vos interventions. J'espère que vous en savez un peu plus sur cette approche de la gestion quotidienne de la cybersécurité. Merci.